Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des séries d'intersaison. Et pour cet épisode, nous ne sommes pas 3 comme d'habitude, mais nous sommes 4 et nous sommes accompagnés du Faceful Podcast. Et avant de les présenter, je vais parler à PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, ça va ? Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, avec nous, on a Kevin d'abord du Faceful Podcast. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci beaucoup pour l'accueil et cette émission dédiée à notre équipe. Ça fait très plaisir. Et Elliot, salut Elliot, comment vas-tu ? Ben ça va bien, merci de nous accueillir pour parler des Niners. Ça fait toujours plaisir de parler des Niners, donc merci de l'accueil. Ça fait très plaisir d'avoir deux personnes. On avait fait un autre épisode à 4 où on avait fait avec un autre podcast, on avait fait avec les Saints et donc le French Quarter Podcast. Là aujourd'hui on fait avec le Faceful Podcast. Est-ce que l'un de vous ou vous deux, est-ce que vous voulez vous présenter un peu le podcast et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? J'imagine un peu partout, mais... Oui, on peut nous retrouver un peu partout. On a lancé le podcast il y a de ça 2 saisons. On a fini notre 2e saison complète. Et du coup, ouais, le Faceful Podcast, à retrouver sur Twitter. On a un compte dédié animé par notre cher Kevin. Et puis, un épisode toutes les semaines en saison régulière. Et puis en intersaison, on essaie de parler un peu de ce qui se passe et puis même de faire des épisodes un peu hors série. Donc voilà, sur tous les applis de podcast. Faceful Cast sur Twitter, c'est bien ça ? Faceful Cast sur Twitter, exactement. Très bien. Eh ben, écoutez, il y aura des liens en description. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller les suivre. C'est avec grand plaisir qu'on vous envoie quelques personnes qui sont fans des Niners. Et puis même si on n'est pas fan des Niners, c'est vrai que c'est intéressant parce que de toute manière les Niners, on va les retrouver loin dans la saison à chaque fois. Donc normalement, voilà, c'est bien d'avoir un autre avis. Aujourd'hui, on va faire comme pour tous les épisodes, la même trame. On va parler de 2023, faire un peu les besoins de cette off-season, parler de la free agency, de la draft et voir ce que ça donne en 2024, si on peut faire mieux. Si on fait mieux, on espère pour vous. Mieux, il n'y a qu'une seule option possible. Et voilà, on va pouvoir commencer avec 2023. Vous avez fini la saison en 12-5 pour aller jusqu'au bout de la NFC, mais malheureusement pas aller jusqu'au bout de la NFL, vous avez perdu au Super Bowl. Avant de vous lancer tous les deux, je vais lancer PA qui... je vais pas te faire un tag sur les Patriots parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois, mais qu'as-tu pensé de cette saison des Niners de l'autre côté ? Ça peut être un running gag. Ouais, Pour ce qui est de la saison, je vais laisser Kevin et Elliot plutôt en parler. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'intersaison 2022-2023 parce que le dernier match de 2022 a fini un peu en autre boudin pour les Niners avec la défaite en finale de conf contre les Eagles. Et ce qui s'était produit aussi, c'était la blessure de Purdy. Au moment de sa blessure, on ne savait pas si ça allait être plus ou moins grave parce que c'était une blessure au coude. Il y avait eu certains autres joueurs, mais pas de football américain, notamment en baseball, qui avaient eu cette blessure et qui n'avaient jamais pu revenir à un très haut niveau. Donc il y avait une réelle inquiétude là-dessus. Le front office, eux, avait décidé de faire confiance à Purdy, donc du coup de se séparer de Garoppolo. Et pour moi, la vraie interrogation pour 2023, c'était de savoir si Purdy allait pouvoir tenir sa place et avoir un bon niveau. Il semblerait qu'on a vu la finalité de la saison, que ça s'est plutôt bien passé. Mais là, du coup, je vais plutôt laisser Kevin et Elliot en parler. Je vous laisse. Qui veut y aller ? Vas-y Kevin. Ouais, au final, Brock Purdy, on est plutôt content de son retour. C'est vrai que nous aussi, on avait des inquiétudes avant de démarrer la saison. Est-ce que on allait retrouver le même Brock Purdy ? Est-ce qu'il allait pouvoir continuer sa progression ? On rappelle que c'était sa première saison en NFL au final, l'année d'avant plutôt. Et puis cette blessure-là nous inquiétait forcément. Et au final, il a quand même répondu sans vraiment participer au camp. Il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe pour démarrer cette saison. On se disait, est-ce qu'il va vraiment être prêt en semaine 1 ? Et puis, il a performé. Il a fait une saison quasiment de MVP au final. Quand on regarde ses stats et quand on regarde où il finit aussi au MVP, c'était une excellente saison. Et il nous amène à une action du trophée, quoi. À une action de remporter le Super Bowl. Donc un grand Brock Purdy et une grosse satisfaction de ce côté-là pour nous. Ouais, moi mon inquiétude, elle n'était pas tant sur le coude, parce que on a eu au début un peu de flou, mais on a eu rapidement des informations plutôt positives sur son évolution. Pour moi, la question était vraiment sur est-ce que c'était un coup de chance sur sa première saison, parce qu'au final, c'était une demi-saison extraordinaire, mais des mecs qui ont fait des demi-saisons extraordinaires en NFL, il y en a plein et qui n'ont jamais réussi à confirmer derrière. C'était vraiment sur le niveau qu'on avait ces questions, et oui, il a évidemment répondu plus que largement présent et très 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 positivement.
Donc ouais, non, je pense tous les fans des 49ers sont extrêmement satisfaits de Purdy parce qu'il apporte quelque chose aussi de très différent de Garoppolo, c'est-à-dire que Garoppolo, on avait tous plus ou moins la sensation que c'était un mec qui avait des grosses limites et qu'on pouvait pas aller trop haut non plus avec lui, et que c'était vraiment lui, il faisait marcher plutôt bien l'attaque, mais c'était vraiment les joueurs et l'effectif autour de lui qui faisaient tout avancer. Là, on a la sensation qu'avec Purdy peut nous faire lui gagner avec un casting autour de lui évidemment fantastique. Totalement. Une saison du coup qui s'est fait en 3 étapes, j'ai l'impression, sur votre saison dernière, avec les 5 premières victoires, puis les 3 défaites, puis la bye, puis une comment dire, encore un autre rush avant d'être un peu en demi-teinte avant les playoffs. Je me rappelle où j'étais moi pour la première défaite de Cleveland. J'étais sur le retour du match entre les Titans et les Ravens. J'étais dans l'Eurostar, enfin pas dans l'Eurostar mais dans le tunnel. Et on se disait mais non mais ils vont quand même pas lâcher ce match, ils vont pas le perdre, enfin c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on était un peu surpris, enfin moi en tout cas, mon ressenti externe, j'étais un peu surpris de cette défaite là. Mais je m'étais dit bon c'est un petit obstacle, il s'est rien de passé. Enfin il y a déjà eu 5 victoires. Bon, ça va aller. Et puis après, les 2 défaites supplémentaires, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, vous, comment vous avez vécu à ce moment-là quand vous arrivez en bye week ? Est-ce que vous vous inquiétez un peu de la dynamique en cours ? Ou est-ce que vous vous dites, ça va aller, tranquille, on est les Niners, on va rouler sur tout le monde ? En fait, ça a été un peu l'escalade. On arrive face aux Browns, on est très confiant, on réalise un gros début de saison, on est bien en place, tout se passe à merveille. Bon, on a ce match... Une semaine avant, en plus, on met une branlée monumentale aux Cowboys. 40. Ouais, c'est ça, exact. Donc, toute la NFL parle de nous, ok, on est la nouvelle grosse équipe, le nouveau favori, on va gagner le Super Bowl, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et on arrive face aux Browns, et le match traquenard, il me semble météo pas terrible, on joue pas bien, on a quand même l'impression qu'on va s'en sortir, et puis avec notre kicker rookie, il a la victoire au bout du pied, il le met pas, bon. C'est des défaites qui arrivent dans une saison pour toute grosse équipe, on s'inquiète pas après ce match-là. Et puis, une deuxième défaite, et une troisième défaite avant d'arriver à la bye week face à des Vikings qui avaient plus grand chose. On se dit ok, il y a quelque chose qui va pas. Donc là on arrive en bye week, les gros débats. Je me rappelle de nos épisodes de podcast à ce moment-là. Grosse inquiétude, où on va, est-ce que la saison est en train de tourner au vinaigre? Et puis bon, la suite finalement va s'améliorer, mais ouais, grosse inquiétude à ce moment-là parce que plus rien ne semble aller. Il y a plus rien qui va. Nos gros joueurs sont tous encore là, mais ils semblent plus mettre un pied devant l'autre. Et ouais, c'était vraiment flippant à ce moment-là. Ouais, non, c'est clair. Franchement, cette période-là, on était tous vraiment inquiets. La défaite contre les Browns, oui, comme l'a dit Kevin, c'est le genre de truc qui arrive dans une saison NFL. Tu peux pas finir en 17-0, ça n'existe pas. C'est à part quand les Patriots de 2007, mais sinon, non, c'est quasiment impossible de finir une saison totalement invaincue. Et du coup, non, la défaite des Browns, elle est pas tant inquiétante. Mais ce qui enchaîne derrière, on avait des mecs qui performaient beaucoup moins. Purdy a commencé à avoir ses premiers matchs un peu compliqués. C'est les moments où Trent Williams est blessé, on sait pas trop ce qu'il a. Deebo Samuel est blessé, on sait pas trop ce qu'il a. Donc ouais, non. Alors, on a eu de la chance, c'est que la bye week, elle arrive au meilleur moment possible, avant que ça soit vraiment l'escalade vers quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Mais ouais, non, arrivé à la bye week, on était, je pense, tous plus ou moins inquiets, ouais. C'est clair. Toi, PA, d'un point de vue externe, je sais pas si tu te rappelles un peu de ce que tu pensais à ce moment-là. Ouais, bah, comme pour toi, en fait, pour les Browns, j'avais pas trop d'inquiétude parce que voilà, ça s'est joué sur un coup de pied, c'est un kicker rookie. Ça peut arriver. Celui contre les Vikings, Purdy, il lance pas mal d'interceptions de mémoire, 2 ou 3. Et c'est vrai que là, du coup, les questions se posent. Mais j'avais le souvenir, je me souvenais pas de Trent Williams, mais qu'effectivement, Deebo était absent sur les 3 matchs. Ce qui, du coup, posait la question de qui est le plus important dans l'attaque, finalement. Je pense personnellement que c'est un tout, mais que, du coup, c'est vrai que l'absence de Deebo a coïncidé avec les 3 défaites. C'est vrai que c'était un peu particulier. Et en plus... comme l'a dit Kevin, ces 3 défaites-là succédaient à une énorme victoire contre les Cowboys, donc c'était d'autant plus étonnant. Bon, après, ils ont su remettre les points sur les i en tabassant aussi les Eagles dans un match revanchard, je dirais. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette légère inquiétude durant ces 3 matchs. Et puis après, il y a eu les playoffs qui n'ont pas été non plus une autoroute pour les Niners, si on peut dire. mais pour revenir à ce que tu disais sur Deebo, notamment sur son rôle dans l'attaque, je pense que plus encore que son niveau de jeu qui, quand il est en pleine possession de ses moyens, est extraordinaire, je pense qu'il a acquis depuis quelques années un vrai rôle de patron, de leader,
Moi, je le disais souvent dans le podcast, lui et Trent Williams, ils apportent ce que les McCaffrey, les Ayuk, les Purdy n'ont pas, c'est-à-dire une attitude, un côté sale gosse, un côté mauvais garçon, mais qui sont importants dans une équipe, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont provoquer, c'est des mecs qui vont aussi soulever toute l'équipe avec eux par leur attitude. Et quand les deux sont pas là, l'attaque marchait plus, pas parce que c'est des mauvais joueurs sur le terrain, mais parce que il manquait le supplément d'âme des mecs qui vont mettre des coups de pied au cul aux autres, quoi. C'est ça, boots to asses. Et maintenant, maintenant on peut se diriger un peu sur les playoffs. Commencer par un premier match contre Green Bay au Divisional. Petite victoire à ce moment-là. Hein. On a chaud au cul aussi à ce moment-là, j'imagine, de votre côté. Ouais, j'ai envie de dire que c'est une victoire à l'expérience. On a affronté une équipe qui était totalement débutante à ce niveau de compétition. En tout cas, avec les joueurs présents, ils ont un gros passé top playoff évidemment, les Packers, mais avec ce noyau-là, c'était une première pour eux. Nous, on arrive en équipe extrêmement expérimentée à ce niveau-là, et on a fini par les avoir à l'usure. J'ai envie de dire, mais que de frayeur, quoi. Je me rappelle avoir vu le match avec un fan des Packers à côté de moi, assis dans le canapé. Je faisais pas le fier pendant le match. Il y avait aucun scénario où on devait perdre ce match et on était clairement en train de le laisser passer. Mais voilà, l'expérience, à force de donner des coups, à force de rudesse défensive, on a fini par faire craquer un Jordan Love qui a encore besoin de travailler un petit peu sur sa gestion de fin de match, en tout cas sur ses playoffs. Donc voilà, on passe par un trou de souris, heureusement, mais que de frayeur. J'imagine en plus quand tu vois les Packers mettre 48 points aux Cowboys la semaine d'avant, tu te dis est-ce que c'est les Cowboys qui sont en playoff et t'as l'habitude, ou est-ce que c'est vraiment le vrai truc? Et quand tu galères à 3 points d'écart, je pense que tu flippes. Ouais, c'est ça, c'était le gros piège, parce qu'au final tout le monde attendait qu'on affronte les Cowboys, gros match. On se retrouve avec la petite équipe qui restait et tout le monde voyait qu'une seule chose, les Niners passent 20-30 points d'écart et on s'est retrouvé vraiment dans un traquenard jusqu'à la fin. Et ensuite, vas-y, pardon, Elliot, je laisse. Non, mais c'est surtout que, nous, il y a eu aussi, comme tu l'as dit, Kevin, à l'expérience, mais il y avait aussi un truc les Packers, ils étaient là, ils avaient vraiment rien à perdre, quoi. Alors que nous, on rentre dans nos playoffs une semaine après les autres parce qu'on finit premier de la conférence. Nous, on avait vraiment tout à perdre. C'est-à-dire que tu te foires contre les Packers. Il y a des vraies questions à se poser en intersaison. Il va y avoir des têtes qui vont tomber. Ça va être le bordel. Ça va parler. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc de la pression que certains ont pris dans la gueule. Et au final, c'est passé. Ouais, mais moi, j'étais devant le match. Je le regardais avec Olivier et Gonzague du podcast. C'était pas terrible. Et techniquement, c'était ton premier match en 3 semaines, puisque t'avais la semaine 18, t'avais personne qui jouait, là-bas, et ensuite, donc t'avais 2 semaines où t'as pas joué, donc c'était ton premier match de janvier, c'était le 21. C'est ça. Tu vois, il y a un peu de temps où tu peux te mettre en route. Au final, ça passe, et la semaine d'après, tu refais un match compliqué à gagner à 3 points d'écart, ce qui est un peu le thème de vos playoffs, 3 points d'écart. Et cette fois-ci contre Détroit, et là, ça passe aussi un peu. Ça passe ric-rac aussi. Ouais, mais c'était un peu différent le match contre les Lions, parce que moi j'ai eu beaucoup plus peur au final contre les Packers que contre les Lions. Parce que les Lions, j'ai senti, même s'ils étaient proches, qu'on avait plus de maîtrise. On était juste face à une meilleure équipe que les Packers, une très très bonne équipe, qui aussi, là pour le coup, contrairement aux Packers, qui n'a jamais vraiment du tout connu ça, hein, c'était les premières finales de conf des Lions, je pense, depuis... Ouais. À minima très longtemps, ou sinon depuis 90. C'était la première. Et du coup, t'as une équipe qui est portée par un espèce de supplément d'âme, parce que c'est toute une ville qui est derrière eux, mais c'était chez nous. Enfin, je pense que ce match-là, tu joues à Détroit, on le perd. Je suis quasiment sûr et certain qu'on le perd si on le joue à Détroit. Et puis ça passe, mais là, ça passe encore une fois vraiment à l'expérience et vraiment sur des détails. Mais à ce niveau-là de compétition, quand un match se joue à 3 points, de toute façon, c'est sur des détails. Avec une première mi-temps qui est complètement à l'avantage des Lions et ensuite un troisième quart qui vous sauve, parce que c'est là où je suis d'accord avec toi. Si c'était aux Lions, je pense pas que tu mets 17-0 dans un quart contre une équipe. Mais ça a été un peu le thème de notre saison au final, les troisième quart-temps. Tu me dis si je me trompe, Kevin, mais on a eu pas mal de matchs où la première mi-temps était pas forcément compliquée, mais pas très très flamboyante non plus. Et par contre, les Niners toute la saison ont eu cette qualité de revenir dès le retour des vestiaires, mettre le coup d'accélérateur et faire mal à l'adversaire. Ouais, et puis même quand la première mi-temps est moyenne, le troisième quart-temps,
il est extrêmement fort. Je me rappelle des matchs contre les Cowboys, contre les Eagles, où on les enfonce aussi au troisième quart-temps, même si la première mi-temps a été très bonne. C'est vraiment un dénominateur commun. Après, pour le match des Lions, j'ai vraiment retrouvé une vibe du tour précédent face aux Packers. C'était la même chose, du mal à rentrer dans ce match-là, du mal à se mettre dans le rythme, j'ai trouvé. Et puis finalement, le talent qui finit par parler, la supériorité dans quasiment tous les secteurs du jeu, au final, entre les deux équipes qui finit par s'exprimer. Et puis des Lions, peut-être un peu fatigués de leur longue saison, c'est aussi une très jeune équipe. Enfin voilà, il y avait beaucoup de similitudes, je trouvais, entre les deux matchs, et puis entre les Lions et les Packers directement. Et ouais, on finit par passer. Et puis, je reviens sur Brock Purdy, mais c'est un de ces matchs, si ce n'est le match où je me suis dit, ok, on tient vraiment un grand quarterback en lui. Voilà, il est tout jeune, il est en finale de conférence, il est mené, c'est lui qui doit prendre les rênes, sortir son équipe de la merde, excusez-moi l'expression, mais c'était ça la situation dans laquelle on était. Et il l'a fait, quoi. Il a pris les choses en main. Il y a des jeux complètement qui sont complètement sortis des livres et de son plan de jeu où il doit improviser. Il le fait à merveille, il sert les gars, il fait les bons choix, les bons jeux au bon moment. Il y a du Jawan Jennings qui sort de sa boîte. On en reviendra sûrement au Super Bowl aussi sur Jawan Jennings, mais voilà, il y a quelque chose d'intangible qu'on peut voir chez les grands quarterbacks et il a ça, et c'est aussi ça qui nous a sauvés sur ces playoffs. Bah écoute, on peut enchaîner sur le Super Bowl. Super Bowl du coup perdu en prolongation contre les Chiefs, 25-22. Un match à deux vitesses encore, avec une première mi-temps où on reconnaît pas les Chiefs et une deuxième mi-temps où on reconnaît un peu moins les Niners. Et là, du coup, le troisième quart était moins à votre avantage, totalement, parce que 10-0 pour les Chiefs. Et ça fait au final votre perte d'une certaine manière. Elliot, toi, t'en as pensé quoi de comment t'étais à ce Super Bowl? J'imagine content au début et triste à la fin. C'est ça. J'ai eu l'impression de revoir le Super Bowl de 4 ans auparavant, où on est devant, où on pense que ça va le faire, et puis à la fin, bah c'est les Chiefs qui gagnent, comme pas mal de fois en NFL ces dernières années. Ouais. Et pourtant, enfin, moi je trouve que c'est un de nos matchs les plus aboutis de la saison. Les Niners n'ont pas grand chose à se reprocher sur l'ensemble du match. Je trouve qu'ils font un super match. T'as Jawan Jennings qui, pour la grande majorité des gens qui suivent la NFL, pas forcément très très assidûment, mais qui suivent un petit peu, ne le connaissaient pas forcément. Nous, en tant que fans des 49ers, évidemment, on sait qui est Jawan Jennings. On est tous vraiment fans de Jawan Jennings parce que c'est un joueur spécial, c'est un mec qu'on a récupéré au 7e tour, c'est un mec qui est très fort sur les 3e tentatives, c'est 3e et Jawan, quoi, c'est toujours ça, comme ça que ça se passe. Et là, il fait un match hors du commun, il fait une passe de touchdown, il fait un touchdown à la réception, il pèse sur la défense. McCaffrey fait un super match encore une fois, Purdy est très solide, la défense marche bien. Et puis, ouais, il y a des petits trucs qui vont pas dans notre sens, t'as Dre Greenlaw qui se pète, t'as des petits trucs comme ça qui vont pas dans le sens, et puis à la fin, quand il y a des détails qui vont pas dans ton sens et que tu laisses le ballon à Patrick Mahomes, tu vas te faire punir à un moment ou à un autre. Toi, PA, de ton côté en tant qu'externe, comment tu... Encore une fois, même question, mais t'en as quoi comme souvenir de ce match-là? Déjà un très beau match défensif. C'est vrai que c'était deux équipes qui arrivaient plutôt en forme, avec malgré tout quelques blessés sur une offensive pour les Chiefs. Dre Greenlaw pendant le match pour les Niners. Je pense sincèrement que c'est la bascule pour les Niners. Cette blessure-là, qui en plus va occasionner un peu de changement en 2024 aussi. Ça fait deux fois en 4 ans, quoi. Donc, est-ce que les Niners ils vont pas commencer à avoir un petit complexe aussi face aux Chiefs, si par exemple là cette année encore on refait le même match, c'est les mêmes joueurs sur le terrain, est-ce qu'on peut se dire ils nous ont battus 2 fois sur les 4 dernières années, c'est bien beau de les battre en saison régulière, il y aura un match cette année donc on verra, mais arriver sur le match le plus important, c'est toujours Mahomes qui gagne, quoi. Donc ça commence à faire à peser peut-être un peu dans les têtes des Niners. On verra cette année. Attention à la gueule de bois, toujours la même chose. 2020, ça avait été de mémoire. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Non. Non, c'est une très mauvaise saison 2020. On a beaucoup de blessés. Oui, on a Bosa qui se pète en semaine 2. Ouais, non, c'était une saison vraiment galère 2020.
Donc attention à pas refaire ça. Mais ouais, le match était chouette. Deuxième prolongation de l'histoire. Donc non, plutôt intéressant. Et comme je disais, deux très grosses équipes qui arrivaient à leur pic. Donc c'était chouette à voir pour nous, spectateurs neutres. C'est vrai que c'était un beau match en tant que neutre, hein, ça c'est sûr. En tant que fan des Niners, je pense que je me remettrai toujours pas. Donc, mais bon, pour ça, ça a l'air d'aller pour l'instant. Oui, malheureusement, on est presque habitué parce que pour les anciens fans des Niners, comme les Olivier de notre podcast qui a connu les Niners qui gagnent, c'est chiant. Enfin, moi et Kevin, on a commencé le foot américain à peu près au même moment. Nous, on a connu 3 défaites au Super Bowl, donc ça commence à devenir une récurrence qui est pas agréable. Ça va changer un jour. Peut-être cette année. J'espère. Espérons, on va pouvoir passer, je pense, à l'off-season. Qu'est-ce que vous avez un cap space négatif, ce qui est toujours bien pour démarrer une free agency. Mais au niveau de l'off-season, Kevin, Elliott, l'un de vous deux, est-ce que vous aviez identifié des besoins criants d'un point de vue free agency ou off-season de base, sans dire s'ils ont été nécessairement remplis, on aura le temps de le voir après. Mais qu'est-ce que vous voyez comme besoin ? Ouais, de base, et puis je pense que la plupart des observateurs l'ont vu, on avait un besoin de renforcer un petit peu la ligne offensive. Côté droit de Brock Purdy, ça a pu être un peu faiblard, autant au poste de garde qu'au poste de tackle. On n'est pas toujours d'accord dans le podcast, c'est plus de tackle ou le garde qui est en question, mais en tout cas, ce côté droit est un petit peu compliqué par moment. Et puis le poste de cornerback numéro 2, voilà la mascotte de notre podcast, Ambry Thomas, qui fait qui fait parfois beaucoup de dégâts, qui fait parfois hurler certains d'entre nous. Donc ouais, on a un très grand cornerback avec Charvarius Ward de l'autre côté, mais ce poste numéro 2 est parfois compliqué. Donc un peu le poste numéro 2, il est surtout en fait, on a un super corner à part Charvarius Ward qui s'appelle Demodor Lenoir. Oui, bien sûr. Dont on est totalement fan, mais son poste le plus naturel, ce serait de le faire jouer nickel. Et du coup, ce poste de corner était, pour nous tous, je pense, quelque chose qu'il fallait renforcer rapidement. Donc corner et côté droit de la ligne, c'était les deux... C'est les deux principaux. Après, comme je pense tous les effectifs, t'as des petites touches à rajouter par-ci par-là, mais on a un effectif quand même globalement très 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 bien rempli. Et du coup, ça aurait été plus pour des joueurs pour de la rotation, en fait. Quelques postes où il fallait de la rotation. Et puis juste pour rajouter, on arrive aussi à une période où il va y avoir beaucoup de gros contrats à signer. Évidemment, quand on a un effectif aussi rempli, il y a beaucoup de renégociations à très très cher qui vont se présenter. Donc, il y avait aussi cette logique derrière il va falloir qu'on lâche des gros contrats si on veut en donner à d'autres joueurs. Donc, il y avait pas que une question d'apport, mais il y avait aussi une question de libérer de l'argent pour continuer à garder cet effectif. C'est bien de bien drafter, mais ça a des soucis 5 ans après, quoi. Donc mais t'as 5 années où t'es bien et tu fais au final tu fais des Super Bowls. Tu les perds, mais tu y vas, c'est déjà ça. PA, est-ce que pour démarrer cette partie free agency, est-ce que t'as un move que t'as bien aimé sur cette free agency de la part des Niners ? Moi, j'ai bien aimé la signature de Devondre Campbell parce que c'est un gros bon hitter, un peu comme peut l'être Dre Greenlaw, et comme j'ai dit, il s'est blessé au Super Bowl. C'est le tendon. On sait que ça prend du temps, sauf quand tu t'appelles Aaron Rodgers. Il paraît, mais en tout cas on l'a pas vu sur le terrain, donc j'attends toujours de voir si c'est vrai. Mais non, autant les ligaments, c'est vrai que c'est devenu pas une blessure anodine, je dirais pas jusque là, mais une blessure, on revient plutôt bien selon le poste. Autant le tendon, c'est un peu plus compliqué. On peut le voir dans d'autres sports, au basket par exemple. Kevin Durant, il avait pris 2 ans pour revenir à un niveau qui est normalement le sien. Donc on peut déjà faire une croix normalement pour Greenlaw sur toute la saison 2024. Donc pour moi, Campbell, ça vient combler directement ce trou-là. Il a été cut par les Packers. Je doute pas que ça reste un excellent joueur, en tout cas sur la partie run stopper. Donc ça vient combler ce manque-là de Greenlaw. Qui veut y aller ? Oui, ouais. Qui c'est Elliott ? Oui, non, Campbell, moi j'ai beaucoup aimé le recrutement aussi. Je sais pas si je crois que c'était pas forcément le cas de tout le monde dans le podcast. Greenlaw, on sait pas en fait vraiment ce que ça. On espère quand même qu'il puisse être là à un moment dans la saison parce que c'est un joueur qui est vraiment
essentiel. Je fais un petit coucou à Olivier, c'est son joueur préféré de notre effectif. Il est totalement fan et a raison. Hein, c'est un super joueur. Mais par contre, oui, il est très logique le recrutement de Campbell parce que les linebackers qui sont derrière, ils n'ont pas forcément donné la plus grande satisfaction du monde, donc c'était quelque chose de nécessaire. Elliot, est-ce que toi, tu as un autre joueur que tu as bien aimé au niveau du recrutement ou plusieurs hein, ouais. Amuse-toi, hein, fais-toi plaisir. Y en a quelques-uns que j'ai bien aimé. Leonard Floyd, c'est une bonne recrue parce que faut quelqu'un à l'opposé de Bossa. Grosse matos même pour faire le nombre sur la rotation. Moi, vraiment, ma signature préférée de cette intersaison, ça a été Isaac Yiadom, le cornerback. Parce que c'est pas un mec que je connaissais vraiment très bien. C'est un journeyman, c'est un mec qui a fait un paquet d'équipes en NFL. Et l'année dernière aux Saints, il a été excellent en fait au poste de cornerback. Ses statistiques elles parlent pour lui. Il a très peu accordé de réception. Il a été très intéressant. C'est un mec qui joue habituellement sur le système qui est le nôtre. Donc pour le coup, alors ça sera mieux qu'Ambry Thomas et c'est pas compliqué de faire pire parce qu'il est vraiment moyen, au mieux moyen. Et du coup, je trouve que c'est une recrue très intéressante parce que je pense que ça peut être un excellent numéro 2 en fait, tout simplement. Ah, c'est un peu ce que tu recherches, c'est un peu un des besoins et tu récupères un mec pour pas très très cher en plus qu'à 28 ans. Non, il coûte vraiment rien, ouais. Écoute bien, t'en as recruté plusieurs des corners, mais lui c'est vrai que ça... Ouais, t'as Rock Yacine aussi qui est venu, faut voir ce qu'il vaut. On en a récupéré un à la draft aussi, Reynardo Green. Donc il y a des choses intéressantes à faire sur ce poste-là. Ouais. Kevin, est-ce que toi t'as d'autres joueurs ou même parmi ceux qui ont déjà été cités que t'as bien aimé? Ouais, moi c'est Leonard Floyd. On a tous été déçus honnêtement par l'apport de Chase Young en cours de saison. On s'attendait vraiment à un truc incroyable et puis finalement les rumeurs comme quoi il était un petit peu, on va le dire, un peu feignant, se sont un peu confirmées. Il y a beaucoup de matchs où il avait pas l'air très motivé, donc il fallait vraiment le remplacer. Et l'arrivée de Leonard Floyd, elle s'inscrit vraiment là-dedans. On a un joueur qui est un peu sous-coté à mon goût, mais qui performe chaque année, peu importe où il va, il se blesse jamais en plus, ce qui est plutôt rare aussi à ce niveau sur ces postes-là. Et ouais, on a besoin de mettre plus de pression. Nick Bosa a eu un peu de mal sur certains matchs l'année dernière parce qu'il était sûrement un petit peu seul à en mettre. Donc là, avoir Leonard Floyd de l'autre côté, je pense que ça peut aussi aider Nick Bosa. Donc je suis vraiment content de son arrivée. J'ai hâte de voir ce que ça donne la doublette. Floyd, ça marche toujours, j'ai l'impression. C'est là aux Bills. Avant, c'était les Rams, si mes souvenirs sont bons. Aux Rams, il avait performé avec aussi un D-tackle de très haut niveau, comme il peut y en avoir un aussi chez les Niners. Donc, est-ce qu'il aussi il a été pris en ce sens-là, où il a prouvé que, voilà, avec une défense, avec une première ligne défensive extrêmement performante, lui, il arrivait à faire ses stats et à être très bon. C'est peut-être aussi pour ça. C'est ça, je pense que c'est pas, ce sera jamais le mec qui sera le meilleur défenseur d'une ligne défensive. Mais par contre, bien entouré, comme il l'a été aux Bills, comme il l'a été aux Rams et comme il va l'être aux 49ers, c'est un mec qui fait ses 10 sacs par saison et c'est tout ce qu'on a besoin. Nous, on n'a pas besoin d'un mec à 15-20. On a déjà ça, il s'appelle Nick Bosa. On a besoin d'un mec qui va faire 10, qui va mettre de la pression et c'est tout ce qu'il nous faut. Ouais, et puis on a plus besoin d'une superstar en plus dans cette défense comme a pu avoir le statut de Chase Young par exemple. Les stars, on les a, on n'a pas besoin de star power, on a besoin du gars qui fait ses stats, qui apporte. Et c'est ça qu'on a, je pense, dans Leonard Floyd. Moi, il y a un joueur avant de passer sur la partie plus négative. Moi, le joueur que j'aime bien, alors c'est plus de la rotation, hein, pure et dure, mais c'est Logan Thomas. Moi, j'aime beaucoup Logan Thomas en tight end et je trouve que arriver des Commanders comme ça et être là dans un rôle où on sait qu'il sera pas le numéro 1, il sera clairement le numéro 2, mais qui peut permettre à George Kittle de se reposer un petit peu ou quand il est blessé de le remplacer un petit peu. Je pense que ça peut faire du bien pour garder un peu le même système. Physiquement, il est imposant aussi. Et je trouve que ça se marie bien, je trouve, avec cette équipe. Et je trouve ça, j'aime bien le move. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais pour pas cher en plus. Ouais, moi, Logan Thomas, j'ai beaucoup aimé la signature aussi. On a un problème sur le poste de tight end numéro 2 depuis plusieurs années. C'est-à-dire que Kittle est un numéro 1 extraordinaire. Ça, je pense que ça fait de doute pour personne. Mais le numéro 2, l'année dernière, c'était Charlie Warner. Je sais que Kevin était un gros fan de Ross Dwelley qui n'est plus chez nous. On a nos deux rookies l'année dernière qui ont eu du mal à s'imposer pour l'instant. Latou a été blessé tout le long. Et Braden Willis, c'est vraiment juste un pur bloqueur. Et du coup, avoir un mec comme Logan Thomas qui peut apporter dans la rotation, qui peut apporter, comme tu l'as dit, au cas où Kittle se blesse, ou moi j'ai beaucoup milité au cours de la saison pour que sur les fins de match on a beaucoup d'avance, qu'on repose les gars, quoi, parce qu'on a des joueurs, notamment McCaffrey qui
qui a un historique de blessures, Samuel qui a un historique de blessures, Kittle qui a eu pas mal de blessures aussi. Donc oui, avoir des mecs comme Logan Thomas derrière, c'est parfait. Top. Ouais, c'est sûr. Vas-y, voilà. Je suis sûr que Kevin. Logan Thomas, assez content aussi au final de son arrivée. Je pense qu'il fait partie de ces quelques tight ends qui sont un peu entre un rôle de titulaire possible dans certaines équipes et un rôle de super remplaçant. Donc ouais, c'est vrai que derrière Kittle, on n'avait pas vraiment de gars qui étaient capables de faire des réceptions. Si jamais Kittle rate 4 matchs, on se disait ok, c'est fini les tight ends, quoi. On pourra plus lancer dans la zone d'un tight end. Donc avoir Logan Thomas, c'est sûr que ça met un beau plus à ce niveau-là. T'as bien raison, hein. Moi je suis fan des Dolphins, hein. Logan Thomas il rentre direct en titulaire chez nous, hein. Donc c'est Smith chez vous, c'est ça? Oui, on a recruté Jonnu Smith, ouais, du coup. Mais voilà quoi, bon. C'est bon. Voilà quoi, on va dire on va pas sur les tight ends. Mais t'as raison, c'est le mec qui est très bien c'est un excellent numéro 2 et il peut être numéro 1 dans l'équipe. Il était numéro 1 aux Commanders et il pourrait être numéro 1 à beaucoup d'autres endroits. Après avoir fait cette partie un peu positive, est-ce qu'il y a des moves que vous aimez un peu moins? Kevin, peut-être, vu que tu es arrivé après tout le monde sur la partie positive, est-ce que tu as des moves que tu as un peu moins aimé de ton côté? Écoute, non, pas vraiment, parce qu'au final, c'est beaucoup de joueurs qui sont pas des stars, qui viennent pour prouver. On n'a pas fait des moves principalement pour faire venir des gars titulaires, à part Leonard Floyd, mais sinon, ça va être des ajouts, des ajouts par-ci par-là, et si ça performe pas, ça va juste être coupé avant le début de la saison. Donc non, pas vraiment de déception au niveau des arrivées. Et toi, Elliot, est-ce que t'as une arrivée ou quelqu'un qui est parti, hein, exactement? Ouais, moi c'est plus sur le côté des départs. Arrivée, non, moi je suis rejoint Kevin, on n'a pas de mec où je suis scandalisé par l'arrivée parce que c'est beaucoup de remplaçants, du coup c'est des mecs qui sont pas chers et qui ont tout à prouver, donc moi j'attends juste de voir ce qu'ils vont faire. Moi c'est vraiment sur le côté des départs. On a perdu évidemment Arik Armstead qui était une légende à San Francisco et que tu perds pour des questions de purement d'argent, comme l'a dit Kevin au début. Moi c'est vraiment le départ de Javon Kinlaw qui m'a attristé. C'est un mec qu'on avait drafté au premier tour, qui a eu du mal à prouver ce qu'il faisait, et puis qui l'année dernière fait quand même une bonne saison dans son rôle de remplaçant derrière Hargrave. Et pour moi, il y avait une place à aller chercher à côté d'Hargrave avec Malik Collins. T'avais une bataille à faire et je trouve qu'il aurait pu avoir une vraie place. Après, il est parti aux Jets. Je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu à New York qu'il n'en aurait eu chez nous. Donc, bien à lui, mais bon, c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu déçu de son rendement, mais je trouvais que quand il était sur le terrain, c'était quand même plutôt pas mal. Notamment sa saison rookie en 2020 où on a 1 milliard de blessés et lui il fait son taf. Voilà, un peu déçu du départ parce que ça arrive dans toutes les équipes des mecs du premier tour qui finalement ne marchent pas, mais j'aimais beaucoup Javon Kinlaw. Et toi, PA, est-ce que tu as quelque chose que tu as noté? Moi, ça va être du coup plutôt hors terrain, effectivement. Le départ, les arrivées, c'est la vie d'une franchise. J'ai l'impression que c'est assez redondant chez les Niners, mais le micmac avec les receveurs, avec la gestion des contrats, avec tout ça, j'ai l'impression que ça revient assez régulièrement. Debo qui ouvre sa tronche et qui se tait. Ayuk, là, il a beaucoup ouverte pendant l'intersaison. À voir ce que ça va donner. Mais je trouve ça toujours un petit peu dommage de ne pas avoir une intersaison calme et saine pour un prétendant au Super Bowl. Mais bon, après, ils ont appris à vivre avec et ça fonctionne, donc tant mieux pour eux. Mais ça doit être un peu, à la fin, ça doit être un peu tapé sur le système, sur le front office et peut-être aussi sur les coéquipiers en offense, parce qu'ils ne sont pas que 2 en attaque, quoi. Ils sont 11 sur le terrain et encore plus sur le banc. Donc, ouais, à la fin, peut-être que ça peut un peu gangréner le vestiaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout que, bon, là, tu parlais évidemment de Debo et de Ayuk cette année. L'année dernière, on a eu aussi Bosa qui nous a fait sa petite crise d'intersaison. On en a un tous les ans. On sait pas ce que ça va être l'année prochaine. Mais oui, non, Ayuk, là, pour le coup, alors Debo, on avait eu pas mal d'informations. Ça s'était réglé quand même assez, entre guillemets, rapidement. Bosa, on n'avait aucun doute sur sa re-signature. Ça s'est juste fait très tard, mais c'était acté qu'il resterait, mais c'était juste à se mettre d'accord sur les montants. Il n'y a eu jamais de discussion d'échange pour Nick Bosa. Là, Ayuk, on ne sait pas. Ayuk, ça discute de partout, on n'a pas d'infos. Apparemment, il aurait refusé 26 millions la saison. Il voudrait le même contrat que Justin Jefferson. Brandon, je t'adore, mais il va falloir se calmer. Et du coup, non, on ne sait pas, en fait. On est dans le flou et je pense qu'on aura juste des infos au moment où ce qui doit se passer se passera.
Là où il peut demander un contrat de la même valeur qu'eux, tu vois, c'est Jalen Waddle, hein. Jalen Waddle qui prend 30. C'est Jalen Waddle, c'est Amon-Ra St. Brown, c'est Devonta Smith, ça doit être dans ces eaux-là, quoi. Ouais, mais du coup, je peux comprendre qu'il veuille au-dessus de 26, mais de là à demander Jefferson, etc. Faut être sérieux 2 minutes quand même. Voilà, calme-toi. Parce que nous, on n'a pas les moyens de lui filer, mais il y aura personne en NFL qui lui filera la thune de Justin Jefferson. Ouais. Après, c'est vu négativement ces histoires de contrats de protester sur les réseaux sociaux et tout ça, mais voilà, on est dans une situation où on a un John Lynch qui est notre general manager qui aime bien prendre son temps, qui aime bien aller chercher le plus d'argent possible à ne pas donner dans ses contrats. Il va faire de son maximum. Derrière, on a Brandon Ayuk qui défend son beurre. Il veut le plus d'argent possible et il va prendre le temps aussi de son côté au maximum. Donc voilà, on a eu le scénario avec Debo, on a eu le scénario avec Bossa et puis on va l'avoir encore avec Brandon Ayuk. Mais voilà, c'est des joueurs qui vont re-signer au plus haut montant pour eux et au plus bas montant pour la franchise. C'est sûr que c'est vu négativement pour les fans extérieurs ou même pour nous quand on voit ça sur les réseaux sociaux. On se dit, tu prends pour qui? À dire que la franchise le veut pas. Mais au final, ils font juste ce qu'il faut pour avoir le plus gros contrat et voilà. Mais il va re-signer et puis je pense pas qu'on va le surpayer. C'est pas le genre de la maison du tout d'aller surpayer des joueurs. Et puis de toute façon, c'est générationnel. Quand on voit le nombre de joueurs qui se plaignent sur les réseaux, voilà, c'est l'accès direct aux supporters, aux fans, voilà, dans tous les sports. C'est ça. T'attends le moment où sur Twitter, il va mettre l'emoji sablier, l'emoji œil, et puis voilà. Et puis il va dire Niners for life. Mais c'est ça. Du coup, Ayuk, il a été drafté en 2020. Vous avez levé l'option de 5e année? Ouais. Donc il y a encore 2 ans en plus. Enfin, généralement, c'est vrai que si les négociations sont au point mort, le joueur peut être drafté entre la 4e et la 5e année. Mais il y a encore au moins cette certitude qu'il soit encore chez vous toute l'année qui arrive, quoi. Oui, il est encore sous contrat toute l'année qui arrive. Ouais. Top. Bah écoutez, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la free agency de manière globale. Si, j'ai cité son nom, mais j'aime beaucoup le recrutement de Malik Collins pour remplacer Eric Armstead. Joueur un peu sous-coté, mais il arrive dans ce qu'il nous faut absolument dans notre ligne défensive, c'est-à-dire un mec qui se concentre sur la course. On a eu du mal sur certains matchs contre le jeu au sol, parce que Javon Hargrave est un super defensive tackle, mais que c'est pas du tout sa spécialité. Et là, on a Malik Collins qu'on voulait à la base. La discussion, c'était de l'échanger quasiment échange direct avec les Texans Armstead-Collins. Ça s'est pas fait parce que les Texans ont signé Daniel Hunter et du coup niveau économique ils pouvaient pas signer Armstead en plus. Mais du coup moi j'aime beaucoup ce recrutement parce que c'est un mec de l'ombre. Comme l'a dit Kevin, on n'a pas besoin de star en plus. Lui il va faire son taf dans le silence et c'est ce qu'il nous faut. Bon, un dernier point, je veux juste avoir votre avis. C'est au niveau du QB, parce que vous avez fait un peu un échange avec les Vikings sans que ce soit réellement le cas, mais Sam Darnold qui part de chez vous pour 10 millions et qui signe pour 10 millions aux Vikings, vous récupérez Josh Dobbs qui signe pour 2 250 000 à peu près. Donc une économie et un joueur qui a un peu plus prouvé en NFL. Vous en pensez quoi? C'est clairement un backup, il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous en pensez quoi de ce move? Ouais, moi j'étais plutôt content. Sam Darnold, évidemment, j'aurais aimé le garder en backup. C'était un super backup, sûrement un des meilleurs de la NFL. Mais c'est aussi un gars qui mérite une seconde chance, je trouve, dans une équipe intéressante. Ça va être le cas aux Vikings. Il y a un excellent receveur, évidemment. Donc, je suis quand même content pour lui. On récupère un Josh Dobbs que c'est sûr qu'il a eu du mal en deuxième partie de saison quand il a dû assumer les rênes des Vikings. Mais je l'ai trouvé intéressant. En backup, ça va donner une option intéressante si jamais il arrive malheur à Purdy. Donc au final, on garde un backup de qualité, payé pas cher. Voilà, que demande le peuple. Et puis pour Dobbs, c'est trop bien, il passe de Justin Jefferson à Brandon Ayuk, donc pour lui, il va faire une upgrade en plus, si on écoute Brandon Ayuk. Non, mais moi j'aime bien les petites histoires, et il y a aussi cette petite réunion de Joshua Dobbs et Jawan Jennings, qui étaient les meilleurs poteaux à l'université de Tennessee, et l'action qu'on a vue au Super Bowl de Jennings qui lance pour McCaffrey, c'est une action qu'ils avaient fait à Tennessee, où Jennings avait lancé pour Joshua Dobbs. Donc voilà, c'est des petites histoires que j'aime bien. Et ouais, Dobbs, tu sais que tu vas avoir un mec qui va fitter parfaitement, tu sais que tu vas avoir un mec qui va pas ouvrir sa bouche, qui va faire le taf, qui est évidemment, tout le monde connaît l'histoire, qui est un mec extrêmement intelligent et qui a compris en signant à San Francisco, il connaît son rôle. Il va être numéro 2 derrière Purdy. Et pour Purdy, c'est très bien parce qu'il a un mec avec de l'expérience de la ligue en général.
Et puis pour Dobbs, ça lui donne l'occasion d'être dans une équipe qui peut aller loin aussi. Et puis pourquoi pas aller chercher une petite bague, quoi. Bah ouais. Ou trois défaites au Super Bowl, peu importe. Mais oui, bah ouais. Est-ce que défaite, t'as pas une bague de compensation? On sait pas finalement. C'est au bout de 5 perdus de suite, je crois. Les Bills, ils sont à 1 près. Les Bills, ils sont à 1 près. Ce serait bien un Super Bowl Bills-Niners, là, je sais pas. Oh la vache. La bataille. Ça finit à 0-0. Top. Je pense qu'on peut même pas lancer une intersaison parce que le match ne sera toujours pas fini. On va pouvoir passer à la draft, du coup. À la draft, vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choix. Vous avez choisi Ricky Pearsall au premier tour avec le pick 31, un receveur de Florida. Au deuxième tour, Reynaldo Green, on en a parlé un tout petit peu, mais on va pouvoir en parler un peu plus. Cornerback avec le pick 64. Pick 86 au troisième tour, Dominique Puni, offensive tackle. Au quatrième tour, vous avez pris 3 choix, Malik Mustafa, un safety, Isaac Guerrero, un running back, et Jacob Cowing, un receveur. Et au sixième tour, Jared Kingston, un offensive guard. Et au septième tour, Tatum Betune, linebacker. Super nom. Et donc déjà ça donne des points. On avait fait le dernier épisode qu'on a fait, c'était avec les Riders. Et leur dernier choix, j'ai beaucoup aimé aussi. Je me rappelle plus de son nom là maintenant. Mais c'était très stylé. J'irai rechercher ça un peu après. Mais pour que j'arrête de dire des bêtises, vous avez pensé quoi de cette draft? Kevin, je peux peut-être te laisser commencer. De manière globale, on va dire, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu as pensé de votre draft? C'est plutôt paradoxal, mais je suis sorti de cette draft profondément déçu. Il y avait beaucoup de joueurs, mais la plupart, je les connaissais même pas. Dès le premier tour, c'était vraiment pas les joueurs que j'avais ciblés. J'ai eu du mal à comprendre les choix de poste aussi. J'ai dû attendre le troisième tour pour dire ok, enfin on a un besoin qui est répondu réel. On se retrouve avec un receveur au premier tour, j'ai pas compris, alors qu'on a un des corps des receveurs les plus loadés de la ligue. J'ai pas tout compris. Avec le recul, ça va mieux. Je commence à comprendre. J'ai pu étudier un peu plus les joueurs. Ok, il y a des projets intéressants. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place et je pense que ça peut quand même être une bonne draft, mais au sortir de la draft, j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Non. Et Elliot, toi, t'en pensais quoi? Moi, je suis un petit peu plus la NCAA que Kevin, donc les joueurs, la plupart, je les connaissais à minima de nom. J'étais très surpris, comme beaucoup de gens, du choix de Ricky Pearsall au premier tour. J'adore le joueur, vraiment gros fan du joueur, mais c'était juste, je ne comprenais pas pourquoi on avait pris un receveur au premier tour. Tu serais parti sur quoi de ton côté à ce moment-là? Je pense moi, j'aurais pris Cooper DeJean direct, ouais, les yeux fermés, je prenais Cooper DeJean parce que besoin de cornerback. Le mec peut jouer corner, peut jouer nickel, peut jouer safety. On avait besoin d'un retourneur de ballon parce que McLeod est parti. Pour moi, c'était le choix le plus logique. On était Kevin et Gonzague, on était tous les trois à regarder la draft en même temps. Au moment où c'était notre choix, on était il est encore dispo. On pensait qu'il serait parti, il est encore dispo. Et Ricky Pearsall, j'avais pas trop compris. J'adore le joueur vraiment, mais à voir comment il va s'intégrer dans notre équipe pour sa première année. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire que notre choix préféré, c'est Dominique Puni au troisième tour, parce que c'est un mec qui, à mon avis, aurait dû être drafté plus tôt. Il tombe chez nous, c'est nickel. Il peut jouer, il va sûrement commencer plutôt garde plutôt que tackle, et c'est ce dont on a besoin à droite, un garde droit. Je pense qu'il peut développer en tant que tackle pour le futur, donc c'est un très très bon joueur. Donc il y a des choses intéressantes dans cette draft, il y a des projets, Reynaldo Green en est un, Malik Mustafa en est un très intéressant, j'aime bien Jacob Cowing. Il y a pas mal de trucs à faire. Notre classique sélection d'un running back au 3e, 4e tour, ça on commence à être habitué. À chaque fois qu'on prend un running back à ce moment-là, c'est le mec qu'on n'a pas drafté qui finit devant lui. Et le mec qu'on n'a pas drafté, on a récupéré Cody Schrader de Missouri qui était 7e au Heisman Trophy et qu'on a récupéré en undrafted. À voir. Il y a beaucoup de projets. L'avantage quand on a un effectif, on l'a déjà dit, mais quand on a un effectif aussi plein que le nôtre, c'est qu'on peut tenter des paris. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, c'est le jeu, quoi. PA, est-ce que t'as de quoi tu as envie de parler plutôt que de te dire plus, moins, amuse-toi? Moi, je vais rebondir sur du coup ma déception de la free agency parce que j'ai plutôt bien aimé la draft de Pearsall.
Je pense que ça doit vraiment cogiter dans le front office, c'est l'impression que j'en ai en tout cas. J'ai personnellement l'impression, alors du coup à vous écouter, j'ai moins l'impression, mais c'est avant l'enregistrement, j'avais l'impression que Dibbo, ça allait être sa dernière année et que Pearsall allait le remplacer poste pour poste. C'est un joueur qui a des mains très solides, il court très bien ses routes. Il va s'intégrer, il va pouvoir avoir une année pour apprendre et prendre la suite. Ça permettra aussi de pouvoir payer Ayuk par le front office. Je perçois ça comme ça. Après, c'est vrai qu'en corner, il y avait deux gros noms, il y avait DeJean et il y avait McKinstry qui étaient encore présents. J'ai l'impression que le front office en tout cas John Lynch, il sélectionne jamais ou il n'aime pas trop sélectionner des corners au premier tour. Donc, pour le coup, j'ai pas été hyper étonné qu'ils n'en prennent pas. Mais après, Pearsall, en fait, c'est ça, c'est que ça peut sembler un reach parce qu'il est pris fin de premier tour. Sauf que quand on voit après tous les noms qui sont sortis de début de deuxième tour, il y avait ce risque-là de trade down de la part des Niners pour récupérer un peu d'assets, mais finalement de plus avoir le joueur parce qu'il y avait un rush au tout début du deuxième tour. Pour moi, ils ont bien joué. Ils n'ont pas pris le risque de le perdre en faisant un trade down et ils anticipent un petit peu N+1 avec potentiellement la dernière année de Dibbo. C'est l'impression, moi, personnellement, que j'en ai. Non, mais je suis d'accord. Il y a eu cette discussion-là pas mal sur un potentiel échange de Dibbo. La question lui a été posée à lui aussi. Ça fait partie des rumeurs, ça fait partie des choses dont on parle. C'est vrai que Dibbo, moi, j'adore le joueur, mais il a eu pas mal de blessures ces derniers temps. Il a été un peu moins performant aussi. Il commence à avoir, même si ça reste... Bon, c'est la NFL, mais quand tu t'approches les 30 ans et que tu es un receveur explosif, ton temps de vie en NFL commence à se réduire un petit peu parce qu'il a un jeu... à risque et du coup risque de blessure. Donc oui, non, mais là, quand il réfléchit plus profondément, la section de Pearsall, elle peut s'expliquer. C'est juste qu'on s'attendait pas forcément à ça. Après, moi, je trouve pas que ça soit un reach parce que le joueur, moi, je le trouve excellent et que moi, dans mes boards pré-draft, il était en fin de premier, début deuxième. Donc pour moi, il est à sa place. On a un gars chez nous qui s'appelle Doug, qui est fan de Floride de manière globale, que ce soit les équipes, il est fan des Bucks, il regarde tout ce qui se passe en Floride, j'ai l'impression. Et Ricky Pearsall, quand il est sorti, il a fait quel choix. En gros, il était trop content pour vous, moins pour lui, mais de se dire c'est un top joueur qui, s'il était dans une un peu plus grosse équipe, serait sûrement sorti encore plus haut. Et voilà. Donc, mais t'as des images qui trompent pas, hein. Moi j'ai regardé aussi les replays des réactions draft de plein de gens, et quand t'as Micah Parsons et CJ Stroud qui font chez ESPN le premier tour de la draft tous les deux, quand Ricky Pearsall, CJ Stroud a eu deux réactions. L'une, c'est Marvin Harrison qui était son pote à Ohio State, donc évidemment il réagit pour son pote. La deuxième réaction qu'il a, c'est quand Ricky Pearsall sort parce qu'il est dégoûté. Il voulait qu'il tombe chez lui, chez les Texans. Il a adoré le joueur. Quand t'as des mecs comme ça de NFL, tu sais que c'est des mecs qui connaissent le jeu et qui trouvent que ton équipe fait un bon choix. Moi, ça me rassure. Bill Belichick avait trouvé que c'était un excellent choix aussi. T'as du monde qui trouve que c'est un bon choix. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai pas leur expertise. Je leur fais aussi un peu confiance. Stroud, c'est lui qui avait demandé aux Texans de drafter Tank Dell l'année dernière au moment où il a été pris. Donc, et ça a très bien marché. Il connaît son sujet. C'est ça. Si Stroud il venait malheureusement à se blesser fin de carrière, il pourrait être. Il pourrait aller chercher. C'est ça. Il pourrait aller chercher des receveurs si en tout cas Pearsall fonctionne chez les Niners. Et on avait commencé à parler un peu de Renardo Green, qui était le cornerback, qui était un besoin, et du coup vous auriez préféré Cooper DeJean, comme j'ai l'impression de toute manière toutes les équipes qui avaient un besoin de corner auraient aimé avoir Cooper DeJean. C'était un délire cette année, Cooper DeJean. Tout le monde voulait Cooper DeJean. Ouais, tout le monde le voulait, mais personne l'a. Voilà, c'est les Eagles. Apparemment, les fans les voulaient, mais pas forcément les équipes. Les Eagles, ils ont dit on prend qui, Mitchell ou DeJean, et puis ils ont fait. On prend les deux du coup. Voilà, ils ont bien fait. Renardo Green, est-ce que vous voyez ça comme une bonne option au deuxième tour, Kevin peut-être? Je sais pas si toi à quel point tu suis. Oui. Renardo Green, pourquoi pas. Moi encore une fois là, c'était pas dans les cornerbacks que j'avais spécialement étudié ou vu ou espéré. C'est sûr, le profil de Cooper DeJean qu'on pouvait balader un peu partout sur plein de postes était vraiment intéressant. Renardo Green, c'est peut-être plus un projet. C'est sûr que il y a eu d'autres projets. L'année dernière, on a drafté un joueur qui s'appelle Darrell Luther aussi, qui pourrait, pourquoi pas, rentrer dans une rotation de cornerback.
voilà, Reynaldo Green va aussi rentrer dans le jeu. C'est un joueur intéressant. Après, c'est un deuxième tour, donc oui, c'est un projet, mais il va falloir aussi qu'il performe et qu'il tout de suite soit dans une rotation et qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière. Mais voilà, on avait besoin d'un cornerback et c'est sûr que si on avait passé le deuxième tour sans cornerback, ça aurait été un gros problème. Là, on en a un et on a quand même un bon joueur à développer. Oui, je rejoins ce qu'a dit Kevin. C'est un projet, c'est un mec qui peut jouer soit nickel, soit extérieur. Je pense qu'à Florida State, il a pu jouer au départ nickel, mais il a fait un petit peu les deux. Il y a des choses intéressantes dans son jeu, dans son style de jeu. Il y a des vraies qualités. Moi, je trouve qu'il est à peu près à sa place. Et dans notre jeu, avec le recrutement, je l'ai dit plus tôt, de Yadom, qui devrait prendre pas mal de temps de jeu, bah ouais, comme l'a dit Kevin, c'est un mec de deuxième tour, donc on attend à ce qu'il ait du temps de jeu et ce qu'il performe. Mais c'est un mec de deuxième tour dans une équipe qui a un effectif large, donc on n'attend pas non plus à ce que ça soit le sauveur de la patrie. Donc pour moi, il y a des choses intéressantes à faire, et Darrell Luther également, qui a montré de choses intéressantes sur le peu de temps de jeu. On t'a perdu sur la fin. On t'a un tout petit peu perdu sur la fin. Ah merde. Elliot. Mais Ouais. voilà. Mais tu parlais. Enfin voilà, je pense qu'on a un peu compris ce que tu voulais dire, donc il y a pas de souci. PA, est-ce que t'as un autre joueur que t'aimes bien toi dans cette draft? Non, j'ai plutôt bien aimé la draft des Niners. Ils sont pas partis sur un kicker au 4e tour, donc ça va. Ça aurait fait doublon. Ça a fait doublon. Enfin, un peu de pression pour Moody. Mais non, voilà, plutôt bien aimé. J'ai bien aimé les deux, trois premiers tours parce que c'était receveur, peut-être pas un besoin prégnant, mais en tout cas corner et offensive tackle ou offensive line comme ils ont dit en début d'émission. Donc voilà, ça a été pris un petit peu en free agency, un petit peu à la draft. Maintenant, plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que vous trouvez que le offensive tackle, du coup, Dominique Pugny, j'ai pas regardé, est-ce qu'il joue à droite ou est-ce qu'il joue à gauche? Est-ce que ça va simplifier un peu le souci dont vous parliez au début d'émission? Ouais, il devrait pouvoir jouer à droite au final. Ça répond vraiment, vraiment, vraiment aux besoins qu'on avait côté droit. Voilà, c'est un joueur sur lequel on a tous beaucoup d'espoir dans notre podcast. C'est le joueur dont on avait besoin et on a tous l'espoir de voir un nouveau Aaron Banks par exemple, ce joueur qu'on draft assez haut et qui performe et qui s'impose tout de suite dans cette ligne très très jeune. Et ouais, on pense tous que c'est vraiment le joueur qui nous manquait et qui va renforcer ce côté droit de la ligne qui en avait tant besoin. Ouais, surtout que bon, on n'était pas d'accord avec Kevin sur ce sujet. Moi, je trouvais que le problème à droite, c'était plus le tackle. Lui trouvait que c'était plus le garde. Mais dans l'idée, le problème de notre ligne offensive, il était à droite. À gauche, on a Trent Williams, on a Aaron Banks. Notre centre, Jack Brendel, est très solide. Le problème, c'était Colton McKivitz, le tackle, que moi, je trouvais un peu insuffisant. On a une incertitude sur le poste de garde. On a eu John Feliciano qui a été plutôt bon, mais pas sur longtemps. Spencer Burford qui a été un peu décevant, mais qui reste un jeune joueur. Il y a du travail à faire sur ce côté droit de la ligne, et du coup, rajouter un joueur de qualité, ça peut pas du tout faire de mal. Et je pense qu'il peut assez rapidement même s'imposer et avoir du vrai temps de jeu assez vite dans l'équipe. Est-ce que vous avez un joueur dont vous voulez parler un peu en plus, Elliot ou Kevin, sur cette draft? Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus? Ouais, il y a le choix juste après qui s'appelle Malik Mustafa, qui est un choix vraiment intéressant. On sent le gars qui va tout de suite fitter dans l'équipe, qui va être dans l'esprit. Il est là, il a cette intensité qu'on peut retrouver chez Deomodore Lenoir, chez Dre Greenlaw évidemment. Alors il est noté safety parfois, mais ça se peut aussi qu'il passe linebacker. Il va être un peu entre les deux. C'est vraiment un projet intéressant. Il a fait des conférences de presse déjà où on sent cette fibre, où le gars il a envie de travailler, il s'est battu pour sa place. Il devait pas être à l'université, il s'est battu, il a gagné sa place à l'université. Il devait pas aller en NFL, il s'est battu, il a gagné sa place en NFL, il est drafté en milieu de draft. Voilà, il y a une belle histoire derrière. C'est le genre de joueur qu'on aime bien développer dans ce vestiaire. Il va être entouré par des tas de vétérans qui ont connu ce parcours-là aussi. Ouais, c'est vraiment un joueur que nous on attend de notre côté et qui peut vraiment se développer. Du coup, sa trajectoire là, c'est dans le top 3 du rookie défensif de l'année, et après c'est Pro Bowl dans 2 ans, quoi. Écoute, on espère.
peut-être pas des rookies parce qu'il se retrouve safety, il sera remplaçant. Mais ouais, moi je rejoins totalement Kevin. C'est le fit parfait. C'est le mec, c'est écrit 49ers, défense des 49ers sous sa tronche. En plus, c'était un fan des 49ers étant enfant. Donc, Et c'est en plus un gamin qui était fan des Niners. C'est bien ça, ce genre de petite histoire, c'est toujours cool. Bon, on en a quelques-uns dans notre effectif. On a Brandon Ayuk qui était fan des Niners quand il était petit. Talanoa Hufanga était fan des Niners quand il était petit. T'as quelques petits trucs comme ça où ça rajoute un petit truc en plus pour nous supporters d'avoir un gars qui est comme nous en fait, qui est fan des Niners et qui réalise son rêve de jouer pour l'équipe dont il est fan. C'est trop bien. On a un peu parlé de Guerrendo du coup, qui sera. On ne sait pas s'il sera dans le roster parce que vous avez pris un drafted free agent. Après, il y a Jacob Cowing dont je crois, Elliot, tu as brièvement mentionné le nom. Oui. Moi, j'aime beaucoup Jacob Cowing. C'est un receveur très différent de ce qu'on a, ce qu'on voit en NFL de plus en plus. C'est-à-dire que les receveurs NFL de plus en plus sont très grands, très costauds. Hein. Justin Jefferson, c'est un gros physique. AJ Brown. Les receveurs en général, DK Metcalf évidemment, et lui c'est un mec qui fait 1m72 ou 73, un truc dans le genre, qui est vraiment tout petit, qui est très frêle, mais qui a une qualité de fou sur les tracés. Il court des routes parfaites, c'est ce qu'on aime à San Francisco, c'est les qualités de Brandon Ayuk notamment, c'est des coureurs de tracés nickel. Et alors nos receveurs, on va avoir des choix horribles à faire lors du passage à 53, parce qu'on a évidemment Samuel Ayuk, Jennings, on a Pearsall, on a du coup Cowing, on a des mecs comme Chris Conley pour l'expérience, on a signé Trent Taylor, on a Danny Gray qui était un mec qu'on a drafté il y a 2 ans qui a pas donné satisfaction. Ça va avoir des choix difficiles à faire, mais je pense que Jacob Cowing, ça peut être le genre de mec qui peut se faire une petite place, et qui, pourquoi pas, Ronnie Bell aussi, moi que j'aime beaucoup, qui a été de l'année dernière. Ça va être une galère, mais j'aime beaucoup Jacob Cowing et je pense qu'il peut avoir sa place, malgré un physique très limité, il peut avoir sa place en rotation en NFL. Ouais, et puis si vous aimez suivre la pré-saison, je pense qu'avec Jacob Cowing, on peut avoir quelques beaux highlights. C'est quelqu'un qui va faire mal sur les appuis, qui va prendre de vitesse pas mal de monde. Donc, qu'il y a peut-être des beaux highlights à se faire avant le début de la saison avec un gars comme ça. J'ai pas vu le joueur, mais est-ce qu'il peut être en retour ou pas spécialement? C'est un débat qu'on a eu avec Gonzague dans le podcast. Gonzague trouve que oui, moi je trouve que pas tant. Il a les qualités en fait intrinsèquement pour le faire, mais il l'a fait un peu à Arizona et c'était pas terrible. Donc à voir. On a cette grosse question de toute façon sur le poste de retourneur. Je pense que c'est pour ça qu'on a signé Trent Taylor, qui l'a fait pas mal chez nous et qui l'a fait pas mal chez les Bengals notamment. Deebo Samuel peut le faire, mais il faut pas non plus qu'on abuse trop, parce que on veut le garder pour l'attaque. Si c'est pour qu'il se pète en retour, c'est chiant. Donc McCaffrey l'a fait beaucoup à l'université aussi. McCaffrey a fait beaucoup à l'université, mais alors là, nous on va vraiment éviter parce que ça peut être impressionnant, mais on va éviter qu'il se blesse aussi. Donc ça fait partie des vraies questions, des vrais points d'interrogation qu'on a cette intersaison, parce que McLeod est parti et que c'était notre retourneur numéro 1, et du coup on va voir qui est-ce qui va prendre le poste. Et puis il y a un gros changement de règle sur les retours aussi qui va beaucoup impacter le poste de retourneur directement. Donc nous on sait pas trop où on va avec le personnel directement, mais la plupart des équipes savent pas trop non plus où ils vont avec ce poste de retourneur, avec cette nouvelle règle. Donc ça va être une belle découverte pour tout le monde. Il y a quelques recrutements, j'ai l'impression qu'ils sont faits exprès pour ça, et j'ai l'impression qu'il y a des investissements un peu plus poussés dans le poste de retourneur. Bon, après, il y a des moves circonstanciels où tu vois Patterson qui suit Arthur Smith par exemple, mais du coup ça entraîne aussi que McLeod parte aux Falcons. Mais oui, il y en a plein des moves comme ça, on les a un peu vus lors de l'intersaison des autres équipes qu'on a faites. J'en ai plus trop en tête là, mais oui, tu t'en vois de plus en plus qui ont une importance un peu plus forte. Et en vrai, c'est pas si mal, parce que moi, je t'avoue que voir des kicks qui terminent derrière la ligne et qui se passe rien derrière, quand tu démarres une saison et que t'es entre potes à 2h du matin et que tu vois que la première action c'est ça fait un peu de la peine des fois. Top, on va pouvoir passer du coup se projeter sur 2024, à moins que vous ayez envie de parler des 2 derniers qui étaient Jared Kingston, le offensive guard, et Tatum Betoon, le linebacker. Jared Kingston, moi je savais pas trop qui c'était, je suis pas du tout convaincu du choix. Tatum Betoon, un mec qui a l'air d'avoir du cœur, qui a l'air d'avoir envie de se défoncer, mais je pense qu'il va être très limité, notamment par rapport aux 2 linebackers qu'on avait pris à la draft dernière qui partent
avec un peu d'avance, mais le nom est cool par contre, je suis d'accord. Ouais, c'est très sympa, très sympa. Top, on va pouvoir se poser la question, est-ce que les besoins pour vous ont été... PA, je vais te laisser parler un peu. Est-ce que tu penses que les besoins ont été comblés du côté des Niners? Est-ce que... Enfin voilà, déjà besoin d'intersaison, on avait parlé right guard, right tackle, cornerback et peut-être d'autres que tu avais identifié toi aussi. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne off-season des Niners? Ouais, globalement, je trouve. Ils ont dégraissé avec des joueurs qui étaient là depuis un certain temps. Ils n'ont pas surpayé. Ils ont pris d'autres joueurs pour les remplacer. Ils ont comblé un peu via la free agency. Ils ont comblé via la draft. Comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, il va y avoir la vérité du terrain. Mais en tout cas, les postes ont été adressés. Et on verra si les joueurs performent. Mais plutôt satisfait dans l'ensemble. Kevin, je te vois hocher la tête. Ouais, je suis totalement d'accord. Les besoins en termes de postes ont été attribués. On a comblé ce qu'on avait besoin de combler. Est-ce que ça va se confirmer sur le terrain? C'est toujours l'incertitude avant de commencer une nouvelle saison. Mais le roster est là pour aller au bout, c'est une certitude. Et ouais, plutôt content au final des choix qui ont été faits. Si Brandon Aiyuk prolonge son contrat, s'il part, ça se jouera peut-être un autre discours dans quelques semaines. Mais si Brandon Aiyuk est encore là, tout va bien. Parce que du coup, pour votre info, l'épisode sortira le 28 juin. Nous, on l'enregistre le 23. Donc, si jamais, entre-temps, Brandon Aiyuk a été tradé, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, vous saurez pourquoi on en parle comme ça. Elliot, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis d'accord avec eux. On a fait ce qu'on devait faire. On n'a rien fait de flashy. Mais en même temps, on n'en a pas besoin. On n'avait pas besoin de superstar. On n'avait pas besoin d'une grosse signature comme on avait fait Javon Hargrave la saison précédente. On a fait avec l'argent qu'on a, et puis maintenant, la seule question qui reste, c'est celle autour de Brandon Aiyuk, donc on attend de voir. Du coup, après, il y a un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est une nouvelle fois le changement de défensif coordinateur. Alors Steve Wilks, du coup, je sais pas, peut-être que vous êtes ravis de son départ, moi en tout cas je l'étais, parce que je trouvais que la défense avait vraiment baissé de niveau par rapport à ce que Demeco Ryan avait mis en place. Du coup, Nick Sorensen, j'ai regardé un petit peu, je le connais pas du tout, je sais pas, de ce que j'ai pu lire, en tout cas Wilks, il avait également changé tout le schéma défensif. Demeco, il était plutôt sur de la 3-4, là Wilks était plutôt sur de la 4-3, en tout cas avec beaucoup de blitz. Là où Ryan laissait plutôt les linebackers un petit peu plus milieu de terrain. J'avais lu aussi des articles comme quoi la défense, les joueurs défensifs avaient du mal avec le management de Wilks. Donc il s'est fait virer au bout d'un an parce que clairement c'est un limogeage. Je sais pas ce que Sorensen va apporter, mais peut-être un peu plus de confort pour la défense pour qu'ils reviennent à un niveau élite comme ils ont pu être en 2022 avec Demeco Ryan. Ouais, Steve Wilks, on était vraiment sur un coach qui avait l'air un peu perdu. Début de saison, il était un peu tout seul dans sa cabine en haut du stade. On avait l'impression que les joueurs savaient pas trop ce qu'ils avaient à faire. Le staff, je pense que ça a été aussi une des raisons qui a été identifiée par la franchise sur la série de 3 défaites qu'on a eu, dont on a parlé un peu plus tôt. On lui demande de descendre, ça va un peu mieux, mais il y a eu encore des choses bizarres. Il y a des appels de jeu. On l'a vu en play-off, notamment face aux Packers et aux Lions, où il y a des moments où les receveurs adverses sont totalement seuls. Il y a un no man's land qui se crée, alors qu'on a une doublette Greenlaw-Warner qui est censée complètement éponger ça, et puis ils partent à droite, à gauche, et il n'y a plus personne dans le milieu. Tu te demandes qu'est-ce que Wilks a vu ou a appelé. C'était vraiment bizarre, donc il a perdu sa place là-dessus. Nous, on était plutôt contents là-dessus, je veux dire. Il semblait pas du tout être un bon fit au niveau de la défense. Il semblait pas avoir notamment le leadership non plus nécessaire. Voilà, on fait confiance à Sorensen, qui est vraiment un gars du cru, qui est un gars qui a gravi les échelons au sein même de la franchise. C'est une histoire que nous, en tant que fans, on aime bien. Quelqu'un qui s'est intégré, qui aime la franchise et qui monte les étapes petit à petit. On est encore sur un coach de DB. Est-ce que c'était la bonne solution? On sait qu'avec Saleh et Ryan, on était plus sur des gars de D-line, de linebacker, qui est vraiment plus le corps de cette défense habituellement, plus que les DB. Moi, je préférais Chris Kokurek, qui était un peu dans ce moule-là aussi, qui était au niveau des D-line. Bon, on va voir avec Sorensen, mais j'ai toute confiance. C'est quelqu'un qui a grandi avec Kyle Shanahan et puis avec les coordinateurs défensifs à succès qu'on a eu. Donc on va voir, mais plutôt content de ce changement. Ouais. Oui, moi aussi très content du changement parce que Wilks, ça marchait pas. Il y a un truc qui marchait pas, c'est que Saleh et Ryan sont des mecs assez comparables dans le sens où c'est pas nécessairement des génies tactiques. Par contre, c'est des meneurs d'hommes.
Et c'est ce qu'il nous faut dans notre défense. On a des mecs assez intelligents sur le terrain pour reconnaître ce qui se passe. Un mec comme Warner, c'est un vrai patron d'une défense. Et du coup, je pense que Sorensen est plus dans ce moule-là. Il a gravi, comme tu le disais, Kevin, les échelons à la manière de Ryan ou de Saleh avant lui. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est qu'il va avoir avec lui Brandon Staley, qui va aussi l'accompagner vachement. Alors, Brandon Staley, c'est un nom qui fait marrer quand on parle de head coach, mais faut pas oublier que c'est quand même un des mecs qui était défensif coordinateur absolument génial chez les Rams. Et du coup, moi, pour le recrutement qu'on a, il arrive en tant qu'assistant head coach plus assistant coordinateur défensif. Ça sera pas lui le patron, ce sera Sorensen, mais peut avoir des discussions intéressantes dans le sens où Staley a l'air plus d'être l'idée du génie qui a des plans intelligents et qui a des idées spéciales comme peut l'être Shanahan pour l'attaque, et Sorensen qui va plus être dans le sens le meneur, le mec qui va faire les indications, le mec qui va pousser les gars. Tu parlais de Kokurek, Kevin, nous on le connaît bien évidemment, c'est notre coach de ligne défensive depuis de très longues années, qui lui a refusé le poste à plusieurs reprises et qui ne veut pas prendre la responsabilité supérieure. Donc nous on aurait tous aimé qu'il passe au niveau supérieur, je pense que lui-même ne le veut pas, donc bon, tant qu'il reste chez nous on est contents. Staley c'est un super défensif coordinateur, c'est juste pas un bon head coach. Exactement. Il y en a plein. Hein. La liste de mecs qui sont très bons Steve Spagnuolo pour commencer. Steve Spagnuolo qui est un coordinateur défensif absolument génial, mais ça n'a jamais marché en head coach. Enfin, la liste est longue, on va pas la faire, mais il y en a plein partout dans la ligue, dans toutes les équipes. Mais Shanahan, il a un problème avec les anciens head coach des Chargers parce que Anthony Lynn était justement assistant head coach l'année dernière. Donc on sait pas ce qu'il a avec les Chargers. Écoute, je pense qu'il y a un mec à côté de moi, Kevin, qui serait très content si on récupérait Harbaugh dans l'effectif dans le staff dans quelques années si ça marche pas à Los Angeles. Mon coach préféré all time, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez pour 2024 du coup ? Est-ce qu'on retourne au Super Bowl ? Kevin, Elliott, peu importe, l'un de vous deux, vous voyez quoi sur cette saison ? Honnêtement, tout est en place pour aller chercher le trophée. On a le coaching staff, on a l'effectif, on a l'expérience. Y a rien qui peut dire aujourd'hui qu'on peut pas gagner ce trophée. Et honnêtement, avec notre parcours des dernières années, tout autre résultat que de gagner le Super Bowl va être considéré comme une saison pas terrible, voire un échec. Donc oui, l'objectif c'est de gagner le Super Bowl et mon attente c'est de gagner le Super Bowl. Je suis d'accord. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à un point de la franchise où on va quasiment sur l'année 2024 être à un maintenant ou jamais. Dans le sens où on a encore des jeunes joueurs très très bons, mais que l'intersaison 2025, ça va être un bordel pour San Francisco. On a un nombre incalculable de joueurs qui arrivent en fin de contrat en 2025. On va devoir re-signer dans pas longtemps Brock Purdy. On va avoir la fin de contrat d'un mec comme Hufanga. Charvarius Ward sera en fin de contrat. Deomodor Lenoir sera en fin de contrat. Là, on aura tout le monde, selon ce qui se passe avec Ayuk, mais on aura l'effectif complet. J'ai la sensation qu'il faut que ça soit cette année et que quasiment tout autre résultat qu'une bague serait presque un échec en fait. Mais je la sens bien cette saison, j'ai l'impression que tout est en place. Purdy a une année entière d'expérience en lui. McCaffrey, s'il se blesse pas, en fait c'est sûrement le meilleur joueur offensif de NFL hors Patrick Mahomes. Notre ligne peut être en place, on a George Kittle s'il reste en bonne santé, notre défense est à l'expérience nécessaire. J'ai l'impression que tout clique bien, même nos équipes spéciales cliquent parce que Moody, on a eu des critiques, mais au final il a un pourcentage extrêmement bon et qui fait vraiment des bonnes choses. Il a raté quelques coups de pied mais ça va, notre punter est extraordinaire, il y a tout qui va en fait. Il faut que ça soit cette année. Ouais, et Brock Purdy, quand tu vas commencer à le payer, il va te coûter 55 millions de plus que ce qu'il te coûte aujourd'hui. Et en fait, 55 millions de plus que ce qui nous coûte aujourd'hui, c'est 55 millions. Donc je pense que ce sera encore plus. C'est vrai, parce qu'en plus, plus tu vois les contrats qui augmentent. Le mec nous coûte moins. Le mec nous coûte moins d'un million de dollars la saison. Il coûte moins cher que son backup. Il coûte moins cher que son backup, ouais. Il coûte moins cher que Archie Manning. Oui. J'avais vu la stat passer, ça m'a fait beaucoup. Oui. Mais parce que là on voit Trevor Lawrence qui prend 55 millions par an.
Purdy va prendre plus, je pense, à moins qu'il fasse un contrat gentil pour vous. Bah, j'adore Trevor Lawrence, hein, je suis fan depuis l'université, mais il a montré plus de choses que Trevor Lawrence en NFL. Ah oui, mais évidemment. Trevor Lawrence, c'est un débat pour une c'est un débat pour une émission avec les gens des Jaguars. C'est exactement ce qui va se passer, ça c'est certain. PA, toi tu les vois où la saison prochaine, nos amis de San Francisco? Moi, j'ai regardé le calendrier. S'il n'y a pas de creux comme il y a pu y avoir en 2024, je les vois avec 3 défaites maximum. Parce que ça ne croise pas avec des grosses divisions cette année, je trouve. Il y a un match, je me suis noté un match très très intéressant contre les Lions en 17e semaine. Et celui-là, selon où en seront les deux équipes, évidemment. Mais peut-être que ça sera un match pour valider le first seed. Ça peut quasiment être un match pour le first seed. Ouais, et un teasing pour une finale de conférence ou un divisional round selon où seront les équipes également. C'est quasiment un match qui peut se dire qui accueillera la finale de conf. Je vois ça comme ça. Après, je mets les Eagles aussi dans la balance, que je pense qu'ils vont revenir cette année. Mais autant San Francisco a un bon public, mais alors jouer une finale de conf à Détroit, ça peut être hallucinant. Ouais. Et moi, la grosse surprise de ce calendrier-là, c'est le match contre Kansas City qui est aujourd'hui programmé à 22h25. Voilà, c'est juste. Ça va changer. Je pense que ça va être du prime time. J'espère. Après, ça vous ferait enchaîner 3 prime time parce que vous faites Seattle en prime time un vendredi, ensuite Kansas City, ensuite Dallas en prime time parce que Dallas ne joue qu'en prime time. Donc voilà, c'est sympa. Mais oui, ça fait une belle J'avais vu une donnée pour les Niners où ils sont à moins 22 jours de récup sur le calendrier en fait entre des matchs du jeudi et des matchs du lundi. C'est ça, c'est la pire équipe. Enfin, en tout cas, voilà, l'équipe qui va le plus subir là-dessus. Ça peut jouer aussi. Comme on disait, il y a des joueurs qui vont être sujets à des blessures. On a eu beaucoup de chance. Les Niners ont eu beaucoup de chance l'année dernière avec McCaffrey. Historiquement, il a quand même eu quelques blessures avec les Panthers. Faudrait pas qu'il ait un truc, mais pour moi, ça peut jouer un petit peu, pas sur la finalité de la saison, mais sur la fatigue générale, sur les corps un petit peu. Ce manque de récup peut jouer un petit peu à un moment donné. Et 21 jours étalés sur une saison, ça me fait pas plus peur que ça au final. On se retrouve avec une bye week en plein milieu de saison, ça me rassure un peu plus. Ouais. Je vois les Eagles qui ont une bye week très très tôt. On voit comment ils ont fini la saison dernière eux aussi, où ça a très très mal fini, où ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ils vont recommencer ça avec une bye week, je pense en 4e ou en 5e semaine. C'est très très tôt. Voilà, nous, oui, on va avoir ces vingtaine de jours, mais étalé sur la saison, ça me fait un peu moins peur et je suis quand même content qu'on puisse couper en plein milieu de saison avec potentiellement aussi notre bye week avant de commencer les playoffs, si notre statut est maintenu. Et puis le moins 21, il est surtout en fait dans l'autre sens où c'est pas tant qu'on a peu de repos, mais surtout qu'on joue des équipes qui vont sortir beaucoup de bye week. Donc en fait, c'est surtout nos adversaires qui vont être plus reposés que nous. Mais niveau calendrier, ça reste en fait, c'est surtout on va jouer des adversaires reposés et nous un peu moins. Mais je pense que non, étalé sur une saison, je suis plutôt d'accord avec Kevin. Ça faudra juste faire attention. Ouais. Des contenders en NFC, t'as la bye week la plus tard avec la semaine 9, puisque comme tu disais, Détroit, Philly, c'est semaine 5 et Dallas, c'est semaine 7. Donc en fin de saison, ça peut jouer d'arriver en finale de conf chez toi tranquille et de devoir les jouer à ce moment-là. Donc c'est toujours bien. J'ai pas regardé au niveau AFC, mais je pense que quoi qu'il arrive, t'es plutôt pas mal là. Kansas City, c'est semaine 6. Donc en fait, vous avez des comptes, parce que de manière en AFC, ce sera très probablement Kansas City que vous affronterez au Super Bowl. Donc voilà, vous avez la bye week la plus tard des contenders. Et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là pour vous. Ça va conclure ce podcast. Merci PA d'abord de nous avoir rejoints. Merci Kevin, merci Elliot. Vous pouvez suivre Kevin à Caronaudet sur Twitter. Elliot avec un H, le deuxième en tout cas, Elliot _Salmon. Et vous pouvez suivre évidemment le Faithful Podcast pour avoir plus d'avis et plus d'infos sur les 49ers. Un podcast par saison. Par saison, non, ça ferait peu. Un podcast par semaine. C'est très long. Le podcast de 7 heures quoi. Là, je vous laisse voir à quel moment vous le mettez, mais voilà, ça peut être voilà. Donc Faithful Cast sur Twitter et Faithful Podcast sur toutes les différentes plateformes d'écoute. On mettra un lien en description de l'épisode. Merci à tous les deux, merci Kevin, merci Elliot. Merci à vous pour l'accueil.
Merci beaucoup pour l'accueil, c'était cool. C'était un grand plaisir. On se retrouvera du coup pour un prochain épisode dans 2 jours et on sera avec les Denver Broncos, donc une autre idée de ce que fait une franchise aujourd'hui. On reste à l'ouest, mais un autre concept. Et on se retrouvera avec du coup Prince de Denver Broncos, FR. Ça va être un épisode cool. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre partout le front office. Et je souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée ou bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et vive le football!